Allez, vas-y. Ouais. Oh là là. Ah, vous êtes là? Je suis en train de regarder les anciens exploits sportifs, car on risque pas d'en faire de nouveau de sitôt. Même plus la peine de regarder la télé. De toute façon, l'homme a atteint ses limites physiques. Oh my god! À moins que... Partie 1. L'homme peut-il encore s'améliorer? Déjà, un bon moyen d'observer les capacités de l'homme, c'est d'observer les records qui sont faits dans les sports. Et vous n'allez pas être déçus. Prenez par exemple le record du monde en 1896. Le vainqueur du 100 mètres se retrouverait 20 mètres derrière Usain Bolt. Le premier champion marathonien y arriverait avec 50 minutes d'écart sur nos premiers coureurs actuels. Je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve ça incroyable. 20 mètres d'écart, 50 minutes. Ce sont des différences énormes. Un peu comme ma... Donc on a bien progressé. Sauf qu'aujourd'hui, on obtient moins en moins de records. Et à chaque fois qu'on fait une nouvelle performance, la différence devient minime entre l'ancienne et la nouvelle. Bon ok, il y a des exceptions à ces règles. Mais les seules fois où c'est démenti, c'est grâce à des innovations technologiques. Et pas grâce à l'amélioration de capacités humaines. Exemple en 2008 dans la natation. Apparition des combinaisons en polyuréthane. Ça a considérablement amélioré les performances. Si bien qu'aujourd'hui, elle est interdite. Et ça va être difficile de battre ses performances. Pour vous dire, les entraîneurs voudraient que, quand on parle de record de natation, on mette un petit astérix afin de préciser si le record a été fait avec ou sans cette combinaison. On peut calculer les performances maximales que l'homme est capable d'atteindre. À l'ouverture des Jeux Olympiques en 1896, on estimait que l'homme était à 75% de ses capacités. Et aujourd'hui, on serait à 99%. Après, nous pouvons toujours chercher à trouver des individus qui correspondraient le mieux au modèle théorique, au modèle le plus efficace qu'on pourrait avoir chez l'homme. Après tout, nous n'avons pas exploré toute la diversité des hommes que nous avons sur Terre. Exemple, pour la course, les chronos se sont bien améliorés grâce à des coureurs qui venaient d'une minuscule région du Nandi, au Kenya. Dans ce cas-là, il n'est pas interdit de penser que des peuples encore isolés qu'on voit pas aux Jeux Olympiques, comme les Sherpas, les Quechua, eh bien peut-être que ces peuples, ils pourraient nous surprendre et battre de nouveaux records. Donc ça y est, l'homme aurait atteint les maximums de ses capacités. C'est ce que nous allons rechercher dans la suite. Ça va, vous êtes chaud? On attaque la partie 2? On a tous la représentation de Darwin en tête avec sa théorie de l'évolution. Une évolution qui serait lente et progressive. Toi aussi tu confirmes? Mais dans ce cas, comment ça se fait quand on étudie les fossiles, on n'arrive pas à voir cette évolution lente et progressive dans plusieurs fossiles? Au début, je pensais que, comme il nous manquait des chaînons dans l'évolution des fossiles, eh bien on n'arrivait pas à voir cette progression. Mais il y a peut-être un autre phénomène. Peut-être que l'évolution ne se fait pas lentement, mais par à-coups. Prenons la girafe pour comprendre. Avant la théorie de l'évolution de Darwin, Lamarck pensait que la girafe était un bon exemple de l'évolution. Pour lui, les girafes, en forçant sur leur cou pour tirer de plus en plus, donnaient naissance à des girafons qui avaient un cou encore plus grand, et qui eux aussi tiraient de plus en plus, et ainsi de suite. C'est pour ça que le cou des girafes était plus grand. Pour Darwin, les girafes qui avaient un cou plus grand étaient favorisées. Ils avaient mieux accès à la nourriture. Donc, plus de chances de se reproduire. Et finalement, cette caractéristique physique qui est apparue au hasard, elle a été sélectionnée par la suite, et on avait plus de chances de la retrouver. Mais parlons maintenant de la théorie des équilibres ponctués. Ouais, rien que le nom est barbare, moi je propose on reprend la girafe, comme ça va être plus clair. Que dit la théorie des équilibres ponctués? On pourrait caricaturer, avec notre exemple de la girafe, que d'un coup, une girafe, elle chope une mutation. Et cette mutation lui fait avoir un coup d'un coup beaucoup plus... Et cette mutation provoque un coup qui va être beaucoup plus grand que les autres. Et donc forcément, elle va se reproduire beaucoup plus. Vous voyez la différence ici? On n'est pas allé avec une étape progressive d'allongement du cou. Mais vous en pensez quoi? Vous croyez que d'un coup, une espèce peut évoluer aussi rapidement? Je vous ai posé la question parce que moi, franchement, au début, j'y croyais pas. Mais pourtant, regardez autour de vous. Vous connaissez forcément des gens qui ont des petites malformations. Parfois, une petite mutation peut toucher un gène architecte et vous obtenez des caractéristiques complètement nouvelles. Bon, attention, pas au point non plus d'obtenir un super-héros. Mais si d'un coup, cette malformation apportait un avantage, et que du coup, elle se propageait au sein de l'espèce. L'exemple de l'apparition de l'œil est idéal pour comprendre. Imaginez que des individus développent quelques cellules comme ça, au hasard, qui deviennent sensibles à la lumière. Autrement dit, des photorécepteurs. Ça procure un tel avantage, un tel Big Bang, que du coup, cette caractéristique, elle va être transmise. Et très rapidement.
Mais ensuite, tout s'accélère. Il suffit que ces cellules se regroupent à un endroit pour former un proto-œil et ça apporte un avantage considérable. Et voilà, une apparition lente de cellules photoréceptrices entraîne une cascade rapide qui conduit par exemple à un œil. Pourquoi j'ai pris cet exemple? Car pour Darwin, lui-même pensait que c'était absurde de penser que l'œil s'était formé comme ça, au gré de processus évolutifs. Cette rapidité dérangeait Darwin lui-même. Comme quoi, peut-être que l'évolution, elle peut se faire plus vite que ce qu'on pense. Mais recherchons chez l'homme. L'évolution la plus rapide que nous connaissons au sein d'une population humaine, déjà elle s'est réalisée seulement en 3000 ans, ce qui est très peu. Et chez qui? Roulement de tambour, chez les Tibétains. Autrement dit, en 3000 ans, les Tibétains ont obtenu des caractéristiques différentes des personnes non tibétaines. Et ces caractéristiques se voient dès la naissance. Les bébés, par exemple, sont d'emblée plus gros. Partie 2. Oui, je suis fatigué de faire des pompes. Mais vous, tenez bon. Vous allez voir, ça vaut le coup. Pour Darwin, l'évolution est lente et progressive. Pourtant, il a consacré des paragraphes entiers dans son livre « La théorie de l'évolution » à des phénomènes que lui-même n'arrivait pas à expliquer. Je vous propose de voir ensemble des exemples qui mettaient à mal la théorie de Darwin. L'explosion cambrienne. Pourquoi explosion? Car seulement une dizaine de millions d'années, on a vu l'apparition de quasiment tous les grands plans d'organisation qu'on connaît aujourd'hui. Mais pourquoi ce Big Bang évolutif? Déjà, il n'y a que des hypothèses et il n'y a pas qu'un seul facteur. Augmentation du taux d'oxygène, mutation d'un gène qui joue un rôle clé dans le développement. Mais une des hypothèses que je préfère, cette explosion serait notamment expliquée par l'apparition de l'œil. L'apparition de l'œil provoque un sacré avantage aux prédateurs et du coup ceux qui sont les proies doivent très rapidement se développer et du coup les proies subissent une pression sélective de nouveau énorme. Et il se produirait une espèce de course à l'armement et cette course pourrait amener à l'explosion cambrienne. Mais attention, une explosion rapide à l'échelle géologique, quand on dit rapide, c'est 500 millions d'années quand même. Mais ça vous dit, on regarde si on pourrait aller encore plus vite? Je vous ai parlé de la théorie des équilibres ponctués. Comme quoi une espèce, en fait, elle pouvait évoluer par à-coups. Cette théorie était très théorique, comme quoi elle porte bien son nom. Mais les scientifiques ont découvert il y a pas longtemps un cas concret. Alors là, accrochez-vous. Une espèce de lézard a été introduite sur une île croate. Jusque-là, rien de sensationnel. Sauf qu'à l'origine, elle était insectivore et elle est devenue herbivore. La morphologie de l'espèce elle-même a évolué. Une tête plus large, un corps plus grand. Mais le plus fou... Il est fou, Afelou, il est fou! L'espèce a carrément développé un nouvel organe digestif. Pour vous dire à quel point c'est incroyable, les chercheurs en découvrant ces lézards ont regardé dans leur ADN pour savoir s'il s'agissait bien de la même espèce ou si c'était pas un autre groupe de lézards qui était apparu sur l'île. Mais pourquoi cette évolution fulgurante en seulement 30 générations de lézards? Car la nourriture a été plus abondante, mais aussi différente. Et donc les lézards, ils ont dû s'adapter. Maintenant, revenons sur l'homme. Car c'est quand même le sujet de la vidéo. On a réussi à obtenir un nouvel organe en 30 générations chez le lézard. Et si on considère que les femmes ont leur premier enfant à 30 ans, pour obtenir 30 générations chez l'homme, il nous faut à peu près 900 ans. Vous trouvez que c'est beaucoup, vous? Ça revient à imaginer que par exemple, les gens qui vivaient au Moyen-Âge, ils avaient un organe de moins que nous. Victory is mine! Ou alors à imaginer qu'en 2920, l'homme il a un organe en plus. Sauf que j'ai dit imaginer, car au Moyen-Âge, ils avaient les mêmes organes que nous, il n'y avait pas de différence. Mais pourquoi justement, il n'y a pas eu ces différences? Et allons encore plus loin. Vers l'infini et au-delà. Il y a 10 millions d'années, l'Homo sapiens, il avait quasiment les mêmes caractéristiques que nous. Pour le dire autrement, si vous revenez une dizaine de milliers d'années en arrière, que vous chopez un homme et que vous le mettez aujourd'hui, celui-ci mangerait comme nous, irait à l'école et ainsi de suite. Eh bien, on verrait même pas les différences. Eh oui, l'évolution elle est extrêmement lente et progressive chez nous. Donc, est-ce qu'on aurait finalement la réponse à notre question? Et qu'on pourrait se dire que l'homme il a fini d'évoluer? Ça serait trop simple, non? Déjà, reprenons les deux sortes d'évolution. Celles dues au hasard, elles sont lentes et aléatoires, et celles dues à la sélection naturelle ou à l'environnement, qui, elles, pourraient permettre des évolutions très rapides, en 30 générations, comme pour le cas du lézard. Maintenant, imaginez, on change drastiquement notre lieu de vie. Comment me diriez-vous? Eh bien, en habitant sur une autre planète, par exemple. Oula! Tu dérives pas un peu sur la science-fiction, là? Pas tant que ça.
Ça fait 20 ans que nous avons des personnes qui habitent en permanence dans l'espace. Alors là, on peut se demander, combien de temps il faudra pour que l'homme habite perpétuellement dans l'espace ou un autre lieu de vie que sur Terre? Et dans ce cas, il n'est pas interdit de penser, et il semblerait même logique, que l'espèce humaine subisse un Big Bang évolutif. Et c'est ce que nous allons voir dans une deuxième vidéo sur ce sujet, comment l'homme pourrait évoluer. Alors, je vous dis merci d'avoir regardé, et surtout, regardez la suite!